À l'écoute. Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. À l'écoute, d'abord, cette triste nouvelle pour le chrétien catholique, le pape François est décédé ce lundi à l'âge de 88 ans plutôt, a annoncé le Vatican. Mesdames et messieurs, à l'écoute de votre émission qui décortique l'actualité politique, judiciaire, toute forme d'actualité en République démocratique du Congo. Présumé arrivée de Joseph Kabila à Goma, la ville sous occupation de rebelles M23, a suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique congolaise. Sa famille politique dément l'information au niveau du gouvernement. Le ministère de l'Intérieur a décidé de suspendre le PPRD et d'y saisir le parquet après la Cour constitutionnelle pour porter les faits. Et le ministère de la Justice, garde de Sceaux, donne injonction à l'auditeur général des FARDC ainsi qu'au procureur général après la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila, ses comptes et responsable du PPRD FCC pour leur participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement terroriste M23 AFC. Pour commenter ce sujet d'actualité, je reçois M. Cédric Moudiatou, porte-parole du parti politique AVC du ministre des Sports Didier Boudimbo. Monsieur Cédric, bonjour. Bonjour Madame Jaël, bonjour à tous les téléspectateurs à l'écoute, bien sûr, de Actu 30. Un très grand plaisir pour moi d'échanger une fois de plus avec toi dans les cadres de l'actualité politique. Monsieur Cédric, le week-end dernier, la toile a été vraiment mouvementée. Joseph Kabila, les semaines passées, a annoncé son retour en République démocratique du Congo, mais dans la partie orientale. Dans un tweet, Olivier Kamitatou qui lui disait que Joseph Kabila retournerait à partir de Goma. Et le week-end, il y a eu deux rumeurs présumées présence de Joseph Kabila à Goma. Au niveau vous de l'AVC, comment vous commentez cette information de cette présumée présence de Joseph Kabila à Goma? Pour commencer, je voudrais présenter mes profondes condoléances à toute la communauté catholique du monde par rapport à la disparition du souverain pontife qui s'est éteint à l'âge de 88 ans. Je pense que c'est une tristesse. Et bien sûr, paix à son âme. Nous pensons que la suite des événements sera dans les cadres toujours de maintenir la puissance de cette église de Rome. Pour revenir à la question que vous m'avez posée, je pense que vous parlez d'une présomption. Je ne sais pas si on devrait encore avoir des doutes par rapport à cette question, justement, puisque c'est une suite logique des événements. Depuis que Joseph Kabila a décidé de rompre à ce qui était devenu un style de ces personnages atypiques, notamment le silence. Alors, un silence qui dissimulait beaucoup de manquements, notamment dans le cadre de la maîtrise de la chose politique, justement, et donc une bonne étude faite par lui, évidemment aussi par son entourage, par rapport à ses insuffisances, justement, d'appréhender la vie politique, même encore faire la bonne lecture de la suite des événements sur le plan politique. Nous l'avons compris à travers ces sorties ratées, dont l'une était notamment annonceuse de son retour, le retour au pays, mais bien avant, notamment en Afrique du Sud, Joseph Kabila qui a eu le toupet de légitimer les actions barbares de M23. Donc, qui reconnaissait évidemment, d'après lui, que ce que revendiquait les M23 était légitime. Le fait par lui de légitimer la démarche de M23 consacrait également son implication. Établissait le lien entre ce que faisaient les M23 et ce qui jusqu'ici était une suspicion. Il vous souviendra que le chef de l'État autrefois avait soutenu une thèse selon laquelle Joseph Kabila était le patron de l'AFC. Jusque-là, il y en a qui demandaient des preuves au président de la République. Mais les preuves... Kabila demandait aussi qu'on puisse le prouver. Oui, jusque-là, tout le monde voulait bien sûr que le président de la République puisse prouver ce qu'il disait. Mais les preuves, les temps
l'a suffisamment donné. L'effet d'abord par lui de reconnaître que les revendications du M23 étaient légitimes, disait tout. Par le fait que, premièrement, Joseph Kabila, 18 ans, président de la République, sait, ou bien est censé savoir que nous étions avec lui opposés justement à un mouvement rebelle. D'ailleurs, une force d'agression qui s'appelait le M23, à la base des accords que lui, en tant que président de la République, a signé en 2009. Il vous souviendra, ce sont des événements. Et d'ailleurs, alors que le président Joseph Kabila, président honoraire, dit avoir défait le M23 en 2013. Si les revendications du M23 étaient légitimes, pourquoi fallait-il les défaire? Pourquoi? Si leurs revendications étaient légitimes, il fallait donner solution, il fallait leur donner ce qu'ils voulaient. Mais Kabila dit que les revendications du M23 étaient légitimes, alors que lui a lutté contre le M23 jusqu'à vanter après son règne avoir défait les M23. Ce sont les éléments d'analyse très importants. Aussi, le temps étant le meilleur allié de la vérité, le temps étant révélateur, paix à son âme, le colonel Mamadou Ndala, qui lui, en train de chasser les M23 à leur dernier retranchement, ne savait pas que le vrai M23 était celui qui l'avait envoyé. Donc Mamadou Ndala a été piégé par Joseph Kabila. Joseph Kabila qui dit que les revendications de M23 étaient légitimes, mais envoie Mamadou Ndala à la chasse de M23. Et aujourd'hui il dit les revendications de M23 étaient légitimes, alors que lui-même dit avoir défait les M23. Pourquoi alors avoir envoyé Mamadou Ndala jusqu'à aller mourir? Maintenant que nous savons que Joseph Kabila, c'est le M23. Nous savons donc... que les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Puisque les revendications des M23 sont restées les mêmes. Ne sont pas peut-être le même à l'époque. Madame. Actuellement, c'est aussi autre chose. Voilà. Madame. C'est ce qui a poussé peut-être Joseph Kabila à dire ça. Non. Les M23 est porteur d'aspirations ou d'agenda du Rwanda. Or, les aspirations du Rwanda sont expansionnistes. Évidemment, qui cachent aussi les intérêts économiques de certaines multinationales. Certaines multinationales, disais-je. Donc, Joseph Kabila était en connivence avec les M23 pour donner au Rwanda et à ces multinationales ce qu'ils voulaient. En Madounda, nous comprenons qu'il a été sacrifié par Joseph Kabila. Maintenant, Joseph Kabila, face à la situation, à la résurgence de l'insécurité, même encore de l'agression, Goma tombe, Bukavu tombe, plus de 10 000 Congolais massacrés. Ça, c'est un carnage. C'est un génocide. Mais alors que le Congolais mourait durant les 18 ans de Joseph Kabila, vous voyez la communauté internationale croiser les bras. La communauté internationale s'éteint sur toutes les langues. Donc, nous avons accusé la communauté internationale d'une complicité par le fait de ces silences, alors que nous voyons la même communauté internationale intervenir partout ailleurs où il se pose des actes de violation des droits de l'homme, mais en RDC, on s'était sur toutes les langues. Et pourtant, il fallait juste le temps, ou même encore le changement de régime, pour savoir que cette communauté internationale était non informée. Justement non informée par le fait que, dans le concert des nations, c'est le droit international qui prime. Lequel droit sous-tend le respect de la souveraineté ou de l'intégrité des territoires, parce que chaque peuple dépend de lui. Joseph Kabila n'a jamais porté la voix du Congolais, n'a jamais défendu le génocide congolais dans le concert des nations. Félix Tshisekedi, les faisant aujourd'hui, vous avez les sanctions qui tombent. Mais pourquoi la même communauté internationale sanctionne le Rwanda aujourd'hui? Mais hier, elle n'a pas sanctionné, puisque celui qui devait défendre la cause des Congolais ne l'avait pas fait. Mais quand est-ce que Joseph Kabila sort de son silence? Quand est-ce qu'il se décide de briser son silence? C'est lorsque ses intérêts, les intérêts de son maître, Paul Kagame, les intérêts de ses partenaires économiques sont menacés. Joseph Kabila sort de son silence. Pas puisque les Congolais sont tués, mais pour défendre ses intérêts, mais également légitimer les actes de barbarie qu'il considère être les revendications légitimes du M23. À la fin, il vous dit qu'il veut rentrer. Mais le retour, là, ça pose problème. Parce qu'en disant qu'il veut rentrer, d'autres de ses proches disent il met fin
à son exil, depuis quand Joseph Kabila a été exilé, puisque lorsqu'il sortait, les mêmes ont dit que c'était pour des raisons d'études. A-t-il fini les études? Pourquoi rentre-t-il maintenant? N'est-il plus exilé? A-t-il fini les études? Mais quand il veut rentrer, il dit, il rentre par la partie orientale. Je venais de présenter, de peindre le tableau, établissant le lien entre lui, la cause de la mort de Mamadou Ndala et le M23. Mais aujourd'hui, lui, non seulement il légitime les revendications de M23, mais il dit qu'il retournerait par la partie orientale, notamment Goma. Kabila n'est pas sorti hier. Kabila n'est pas sorti la semaine dernière. Pourquoi tout ce temps, on n'avait pas dit que Kabila était arrivé à Goma? Lorsque le PPRD aujourd'hui tente de faire ce que nous considérons être le retour de la manivelle, c'est par rapport aux conséquences qu'ils ont vu venir, par rapport à l'acte posé par Joseph Kabila de vouloir assumer ses actes ou encore sa complicité, son patronat de l'AFC M23 dans le but par exemple d'attendre, transformer cela en une crise politique et être interlocuteur direct face à Félix Tshisekedi pour la résolution de la crise et lui permettre de retourner dans les affaires maintenant qu'il sait que la carte de l'éviction du régime devient impossible. Alors Joseph Kabila qui rentre par Goma, le PPRD s'est mis aujourd'hui à renier, mais alors que les médias internationaux l'ont confirmé. Peut-être qu'ils ne se sont pas trompés. J'ai dit ceci. Les médias internationaux, la RFI, on veut aujourd'hui douter de la crédibilité de ces médias, de la RFI. Ça arrive, hein? Ah, bah, écoutez, on veut remettre en cause même les sources concordantes de l'AFC M23 qui l'ont confirmé. C'était une gloire. Joseph Kabila voulait tenter une gloire, qui voulait revenir comme un homme de paix qu'il n'a jamais été. Mais attendez, c'est quoi cette hallucination de voir aujourd'hui Joseph Kabila comme un homme de paix? Lui qui a passé 18 ans à aimer le sang, le léopard que nous savons, lui qui se donne du plaisir à voir les Congolais mourir. Combien il en a fait ses victimes. Mais quand est-ce que lui est devenu un homme de paix qu'il en a eu la prétention? Mais tout justement, on accuse le régime actuel de gestion de la chose publique. Non, le problème n'est pas encore là. Ça, ce sont des avis et l'opinion n'engage que leurs auteurs. Je pense ici le problème c'est le reniement du PPRD par rapport au retour de Joseph Kabila et à Goma. Joseph Kabila a atterri à Goma par Kigali. Il y est arrivé pour tenter de convaincre le chef de Wazalendo à ne pas combattre, à arrêter la résistance, mais également à persuader quelques officiers de FRDC à rejoindre la rébellion. C'est ça. Ce sont les informations. Les informations de sources sur place. Kabila y est arrivé. Il vous disait, lorsqu'il a parlé, si j'étais dans ces histoires-là, ça ne serait pas la même chose. Non, il était déjà là, mais il a vu que ce que lui croyait qui pouvait se passer par rapport à la force qu'il considérait avoir n'était pas le cas par le fait que Tshisekedi a changé la donne sur le plan international. Mais si Joseph Kabila, bon, sa famille, le PPRD, selon vous, ils ont nié sa présence à Goma. Que serait la raison? Pourquoi? Parce que on a appris qu'il était arrivé. Après, on a vu aussi qu'il allait s'adresser à la nation congolaise, mais cela n'est pas arrivé. D'après vous, qu'est-ce qui peut expliquer s'il y a eu... on renie sa présence? Non, mais madame, nous en tenons au fait. Kabila et sa famille politique n'ont jamais accepté les faits. Est-ce que Kabila a déjà accepté avoir tué Rossi? Kabila a déjà accepté avoir tué Chebeya? Kabila a déjà accepté avoir fait le meurtre à Bundu de Congo? Kabila a déjà accepté d'avoir fait les dégâts à Kamona Sapou? Kabila a déjà accepté d'avoir fait des fausses communes à Maluku où il y a plus de 500 Congolais tués? Qu'est-ce que Kabila a déjà accepté? Est-ce que cela a empêché à la communauté internationale de sanctionner les proches de Kabila? Non. Le fait que Kabila nie, ou même encore sa famille politique, ne contredit pas les faits. Le fait est là. Le fait c'est que Kabila, nous savons qu'il est à Goma. Bon, le ministre de l'Intérieur, on l'a vu aussi dans un média international qui confirmait, qui dit qu'il y a des faits qui prouvent que réellement Joseph Kabila est en accointance avec le M23. Non, l'accointance de Kabila avec le M23, on n'a même plus besoin d'en parler, puisque c'est sacré. Les faits restent sacrés, madame. Ils peuvent dire, oui, les allégations sont libres, mais les faits s'établissent justement mais ces faits-là, par les liens entre les corps. A besoin d'obtenir vraiment cette preuve palpable qui prouve
Il est arrivé à Goma, il n'y a eu aucune photo, rien, aucune image de Joseph Kabila à Goma. Bon, là, c'est la parole. Ce sont des paroles. Comme la population, justement, a besoin d'avoir une preuve qui prouve réellement que Joseph Kabila est, en pointant bien, est le chef de l'AFC AM23. C'est ça le problème. Voilà, la population a besoin des preuves. Madame, parlant de la photo, faux débat. Mais quelle preuve qu'il faut à cette population? Photos, qui prennent les photos. Lorsqu'une autorité débarque quelque part, ce n'est pas la population qui vient faire des photos. Déjà que la population n'a pas accès. C'est son entourage qui fait des photos. Alors, c'est cet entourage à qui on a interdit de faire des photos par rapport à un jeu qu'on veut jouer. Mais il existe aussi des paparazzis. Hein? Non, attendez. Nous savons très bien que lorsque le jeu paparazzi à Goma, où les gens se cachent, où les gens vivent en cachette, ils vont se permettre de sortir, s'exposer aux armes de AM23 pour aller faire photo à Kabila. Vous imaginez ce que vous dites? Est-ce que vous appréhendez la gravité de ce que vous dites? Non. Paparazzi, c'est là où il fait beau vivre comme ici à Kinshasa. Mais là où les gens vivent en cachette, parce que les AM23 tirent sur tout ce qui bouge, et les gens vont se précipiter d'aller faire des paparazzi à Kabila. Non! On n'a pas à nous demander des preuves, notamment des photos par rapport à l'arrivée de Kabila. Kabila est arrivé à Goma par Kigali. À Kigali, il a été reçu par les chefs des services de renseignement par rapport à l'étude qu'il avait à faire au regard de la mission qu'il a menée, notamment de convaincre les chefs de Ouazalendo à mettre fin à la résistance, mais également persuader les FARDC, les officiers des FARDC à rejoindre la rébellion. Kabila n'a même pas que ça comme cahier de charge, comme carte, mais également en cas d'échec au regard de la mission d'éviction du régime, peut-être chercher à transformer la crise sécuritaire en une crise politique de manière à être l'interlocuteur de Tshisekedi en face pour négocier. Effectivement, il tient à son retour dans les affaires. C'est aujourd'hui ce qui constitue le combat du M23 AFC. Vous entendez Corneille Nangaa qui a eu le courage, l'arrogance d'annoncer qu'il est arrivé à Kinshasa. Nous allons fêter en mars à Kinshasa, maintenant c'est juin. Mais en même temps, lui qui prétend être le libérateur, mais il met fin à sa démarche libératrice. Il dit quand est-ce que Tshisekedi va négocier. Le Tshisekedi qu'on croyait qui céderait en apprenant que Goma et Bukavu tombent, c'est Tshisekedi qui résiste et qui change la carte sur le plan international, qui impose à ceux-ci de fléchir et d'échanger leurs cartes. Ils deviennent eux-mêmes sceptiques par rapport à ce qu'ils attendaient faire. C'est ce qui contraint Kabila aujourd'hui à jouer plusieurs cartes. Mais les liens entre Joseph Kabila et l'AFC s'établit d'abord par les faits du corps constitutif de ce mouvement AFC. Mais en même temps, les liens aujourd'hui est clair entre ces AFC et le PPRD par le fait que la majeure partie des composants, des personnalités composant l'AFC sont les cadres du PPRD. Et l'AFC étant créé à Nairobi était présenté comme un mouvement politico-militaire. Aujourd'hui, avec les faits et le temps, nous avons compris que mouvement militaire, la branche militaire de l'AFC s'appelle Armée rwandaise. La branche politique de l'AFC s'appelle PPRD, d'où la décision responsable du ministre du VPM, bien sûr, Jacquemain Chabani. Nous avions autant, j'étais ici sur ton plateau, j'ai été l'un des premiers, je crois que c'était au mois de février, à demander la perquisition de toutes les concessions, y compris Kingakati, de Joseph Kabila, de l'identification des biens économiques de Joseph Kabila et leur nationalisation, mais également la mise sous haute surveillance, pourquoi pas en résidence surveillée, de tous les cadres du PPRD en passant par le retrait de l'acte d'agrément de ce parti qui frise une trahison en étant en connivence avec l'agresseur. Mais cette suspension suspension des activités du PPRD, de certains acteurs politiques, certains dénoncent l'acte. On dénonce, on dit que c'est une violation de texte. Donc la suspension du PPRD devait se faire après une décision d'une juridiction compétente et non par une correspondance administrative. Il y a une flagrance qui n'appelle même pas à un débat. La flagrance. On ne devait pas attendre que le... On parle... Madame, nous sommes en train de parler de la sûreté de l'État. Écoutez, nous ne parlons pas de petites histoires, non. Nous parlons de ce qui conditionne l'avenir d'un pays, d'un peuple. Ça fait plus de 10 000 qui sont morts de l'autre côté. On veut que l'on en meure jusqu'où pour que nous prenions des bonnes décisions. On parle de la sûreté de l'État.
Et le PPRD est impliqué dans l'atteinte de cette sûreté. Sûreté de l'État, oui, mais ça veut dire que, non, il y a d'abord des mesures qu'on appelle conservatoires. Le ministre de l'Intérieur, tirant les conséquences des textes qui régissent les partis politiques, il n'y a pas de violation. Tirant les conséquences des textes qui régissent l'agrément et le fonctionnement des partis politiques, il a retiré l'agrément. Il a suspendu les actions du PPRD. Donc, ça veut dire ne pas les faire serait une complicité de la part du ministre de l'Intérieur qui autoriserait, qui légitimerait les actions du PPRD. Mais maintenant que le PPRD, en tant que parti politique, est impliqué dans ça, ça veut dire qu'il y a les acteurs qui agissent. Alors, comment est-ce qu'on peut retirer? On peut suspendre les partis, mais on laisse ceux qui sont actifs pour mener cette action au nom du PPRD. C'est la décision de la restriction du mouvement. Cette restriction doit évidemment aller jusqu'à la mise en résidence surveillée de ceux-ci. Non seulement des hauts cadres, mais tous les membres influents. Parce qu'il ne s'agit pas que de cadres. Henri Magie n'était pas un cadre. Adam Chalot n'était pas un cadre, mais c'était des membres influents. Donc, quand on met en résidence surveillée, comme je le souhaite, les cadres du PPRD, ça ne doit pas qu'arrêter aux cadres. Ça doit être même les personnalités, même les membres influents, puisque aujourd'hui, c'est les partis politiques dangereux. Nous avons un mouvement qu'on croyait être un parti politique, mais c'est juste l'AFDL. Nous avons l'AFDL dans les concerts des partis politiques. La décision du VPM intérieur vaut la peine, mais il ne faut pas qu'on arrête là, parce que tout ceci est orchestré par un individu, le maître, le chef d'orchestre, c'est Joseph Kabila. D'où l'on doit demander aux deux présidents des chambres parlementaires, notamment Sama Lukonde et Vital Kamerhe, à convoquer les deux chambres, à les réunir en congrès de toute urgence pour procéder à la levée des immunités de Joseph Kabila et ordonner sa poursuite devant son juge naturel. Donc, il faut lever, la suite serait lever les immunités de Joseph Kabila, traquer le... Madame, il faudrait d'abord que Joseph Kabila, de partout où il se trouve, devienne un Congolais lambda, devienne Jaël Moulouaï, devienne Cédric Moudiantou, devienne tout le monde, qu'il ne jouisse plus des immunités viagères qu'il a. Non, bien sûr, il ne peut pas jouir de ça d'abord, plus que le fait par lui d'avoir été président de la République, en entretenant des milices contre le pays, c'est un acte de haute trahison. Il a commencé la haute trahison en étant encore en fonction. Mais étant devenu sénateur à vie, il continue évidemment à pactiser avec les pays étrangers contre son pays, tentant d'évincer un régime, un pouvoir issu de la voie démocratique par les élections. Il tente de les renverser, de les vincer par son souci de revenir dans les affaires. Ça veut dire que Joseph Kabila doit être poursuivi pour haute trahison. Cela doit commencer a priori et obligatoirement par la levée de ses immunités. Désormais, il doit se sentir comme tout le monde. Et est-ce qu'il faut aussi suspendre ses avantages qu'il a en tant qu'ancien chef de l'État congolais? C'est la conséquence logique, madame. Lorsqu'on dit lever les immunités, par voie de conséquence, ça veut dire suspendre tous les avantages liés à ces immunités. C'est ces immunités qui font de lui sénateur à vie. Dès lors qu'on lève les immunités, il ne peut plus alors avoir accès à ces avantages. Donc, il peut être poursuivi comme tout le monde. Donc, ça veut dire qu'on ne le traitera plus comme ancien président, comme sénateur à vie. Mais M. Cédric, avec tout ce qui s'est passé, est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau, le régime actuel cherche un peu à enfoncer les choses, rendre un peu les choses difficiles dans la quête de la cohésion dont tout le monde doit se mettre d'accord, notamment avec ce schéma de la CENCO, le pacte social pour la paix, où il faut que toutes les souches se mettent ensemble et discuter pour trouver une voie de sortie pour mettre fin à cette insécurité à l'Est. Mais lorsque vous êtes là maintenant, on est dans la traque, Joseph Kabila, lever les immunités, suspendre le PPRD, est-ce que la crise n'est-elle pas en train de s'enfoncer? Madame, d'abord il faut corriger. Il ne s'agit pas de la recherche de la cohésion nationale, mais plutôt il s'agit de la consolidation de la cohésion nationale. La cohésion nationale est une conséquence logique des élections. Lorsque nous avons été aux élections, nous avons des institutions issues de la volonté de l'écrasante majorité de la population. C'est ça la cohésion nationale. Ne confondez pas la cohésion nationale à la cohésion politique qui se rapporte aux avis, généralement aux intérêts des individus qui s'appellent acteurs politiques, qui par moment d'ailleurs ne représentent même pas une sorte d'envergure politique dans l'opinion. Mais lorsque le peuple est mobilisé derrière un but,
C'est ce qu'on appelle cohésion nationale et pour le cas d'espèce, nous l'avons. Mais comme vous pouvez avoir un véhicule, c'est votre véhicule, mais à chaque moment indiqué, vous devez l'entretenir. C'est même aussi cette cohésion nationale. Nous devons chaque fois chercher à la consolider. C'est bien pour ça que le chef de l'État est dans cette démarche, notamment des consultations qui se sont très bien déroulées pour tenter de consolider la cohésion. Mais vouloir consolider la cohésion ne peut pas être appréhendé, ne peut pas être perçu comme une faiblesse. Lorsque vous dites que on ne peut pas poser tel acte parce qu'on cherche à consolider la cohésion nationale, c'est-à-dire le fait par le président de la République de vouloir consolider la cohésion nationale pardonne aux actes barbares de l'AFC M23 qui tentent de nous ramener encore à la case de départ où le pays était disséqué, où le pays était divisé. Ça veut dire on peut laisser Joseph Kabila faire ce qu'il pense puisque nous cherchons la cohésion nationale. Mais si c'est cela, quand il est en train de faire comme ça, il brise la cohésion ou bien il consolide. Il est nuisible à la cohésion ou bien il est important à la cohésion. Vous pensez que c'est un acteur majeur? Majeur, être acteur. Non. Dans la cohésion nationale. Acteur majeur, c'est par rapport à ce qu'on fait. C'est comment on écrit l'histoire. Joseph Kabila n'est plus un acteur majeur. Joseph Kabila serait un acteur majeur. Je vais vous donner un autre exemple. Quand est-ce qu'on est un acteur majeur? Je quitte Joseph Kabila pour vous parler d'un cas. Rapidement, j'ouvre la parenthèse. Je prends l'exemple de Olivier Kamitatou, qui aurait dû être un acteur majeur, mais qui ne l'est pas. Il serait un acteur majeur après avoir été président de l'Assemblée nationale. Déjà en tant que tel, aujourd'hui, il servirait de consultant de la République. Il serait là, le pays l'utiliserait pour la résolution des crises, même des crises internationales, sur le plan africain et ailleurs. Mais l'homme a refusé d'être cet acteur majeur. Il s'est mis au service d'un autre individu au point de vendre son parti. Le parti politique qui est censé être une vision. On vend la vision. Et on veut se faire passer pour un acteur majeur. Non, on n'est pas un acteur majeur de cette manière-là. Il est devenu un acteur mineur par le fait d'être dilué dans la vision ou dans le leadership d'un autre leader. Il n'est plus un acteur majeur. Joseph Kabila serait un acteur majeur par le fait d'avoir dirigé à sa manière la RDC, mais surtout d'avoir obtenu le pardon du Congolais à travers l'alternance lorsque le chef de l'État a dit on oublie le passé, il ouvre le bras pour que tous les Congolais viennent participer à l'action de la reconstruction. Joseph Kabila, en tant que tel, sénateur à vie, serait un acteur majeur. Mais maintenant que Joseph Kabila a enlevé sa tenue de sénateur à vie, Joseph Kabila est nostalgique par rapport à ces années de rébellion en tant que Kadogo. Il quitte la ville, il préfère la brousse pour faire la guerre et rentrer sur ce schéma-là. Il n'est plus un acteur majeur. Le Congolais le regarde comme un ennemi. Si Joseph Kabila est un acteur majeur, dites alors Punda Bator est un acteur majeur. Bosco Tagande est un acteur majeur. Les ennemis de la RDC sont des acteurs majeurs. Autant ils ne le seront jamais. Kabila ne l'est pas parce que c'est un destructeur, c'est un meurtrier, c'est un rebelle, c'est un agresseur. Si Kabila est un acteur majeur, Paul Kagame aussi c'est un acteur majeur au Congo. Non. Autant Kagame c'est un sanguinaire, autant Kabila l'est, ils ne sont pas des acteurs majeurs. On construira l'histoire de ce pays avec les acteurs majeurs qui participent d'une manière ou d'une autre à la reconstruction, même en étant dans l'opposition. On peut diverger en termes de vue, en termes de vision, en termes d'appréhension du programme de développement. Mais pour autant qu'on participe avec des critiques constructives, on est acteur majeur. Joseph Kabila refuse de participer dans la construction. Il veut voir les Congolais mourir comme il en a déjà fait autant. Il ne peut jamais être vu comme un acteur majeur. Ne faisons pas la confusion, chère madame. Vous avez fermé la parenthèse, vous poursuivez? Oui. Justement, la question, les faits pour vous, le régime, on cherche à... Non, mais madame, lorsque je vous dis qu'il n'est pas un acteur majeur... C'est juste une parenthèse, non? Oui, c'est ça. Comme on dit qu'il n'est pas un acteur majeur, ça veut dire le fait par le gouvernement de prendre des mesures contre lui ne va absolument pas déranger, dérouter, plomber l'élan de cette consolidation de la cohésion nationale. D'ailleurs, lorsque j'ai dit que parmi les cartes que seraient en train de jouer, même encore que sont en train de jouer Kabila et ses groupes des M23, notamment les FC, il y a le changement de paradigme de cette crise, notamment le faire basculer de la crise sécuritaire à la crise politique pour obtenir un dialogue, être l'interlocuteur de Félix Tshisekedi. C'est par rapport à cette démarche de la CENCO. La CENCO qui veut nous faire partir d'un État
constitutionnel à un état dialogue. Le pays doit cesser de fonctionner par rapport à la constitution qui émane de la volonté populaire et doit fonctionner désormais par rapport aux crises fondées créées par les individus. Lorsque le chef de l'État met en place les consultations qui se sont très bien déroulées avec le professeur Ebérandé. Bien déroulé, là, c'est vous. J'ai dit très bien déroulé. La majorité des opposants, ces figures de pro de l'opposition, elles ne sont pas venues, participer aux consultations parce que la plupart souhaitent que les choses se tiennent selon le schéma de la Senco et c'est pas des consultations. Permettez-vous qu'on inverse le rôle, juste à vous poser une question. Qu'est-ce que vous entendez par figure des pros de l'opposition? Non, on connaît Martin Fayoulou. En quoi il est figure des pros de l'opposition? Non, Martin Fayoulou, c'est une personne influente. Non. Influente, ça veut dire par rapport à quoi? Lorsqu'on disait d'Étienne Tshisekedi des figures de proue de l'opposition, ce n'est pas plus qu'il s'appelait Tshisekedi Étienne, il était brun, il était beau. Non, non, non. C'est puisque Tshisekedi Étienne était porté par l'opinion populaire. C'est ce qui fait d'une personnalité politique un visage de proue. En quoi tous ces gens que vous citez sont des visages de proue? Il représente quoi dans l'opinion aujourd'hui? À partir du moment où leur démarche politique est connue par la population, que représente-t-il encore en termes d'envergure, en termes d'ancrage dans l'opinion? Donc pour vous, ces opposants ne minimisez pas ces Congolais, ces opposants sensibles à la condition humaine. Mais comme Adolphe Mouzitou. Quel est l'opposant qui est venu ici? Non, Adolphe Mouzitou, il est de la société civile. Mais à part si. Non, à part comment? Non, ne me dites pas à part. Pourquoi tu veux l'enlever? Pourquoi? Il y a plusieurs mais opposants. madame, pourquoi tu veux enlever? Pourquoi tu veux enlever Adolphe Mouzitou? Je n'enlève pas, mais à côté d'Adolphe Mouzitou, on n'a pas vu des opposants. D'abord, dans une démarche démocratique, il n'y a pas de coercition. Il n'y a pas de coercition. Donc, lorsque Adolphe Mouzitou voit la condition humaine, il voit que les Congolais meurent et que la construction du pays qui prend son parti ne passe pas par des morts. Ceux qui meurent sont notamment les Congolais en vol, les Congolais des nouvelles de son parti, je ne sais pas, Nouvel Élan, les Congolais décidés, les Congolais des AVC, les Congolais des machins. Il dit non, taisons nos divergences politiques, voyons d'abord l'État. Madame, ailleurs, il y a des questions qui conditionnent l'avenir. On cesse les débats politiques, on priorise les débats patriotiques. C'est ça être un homme d'État. Mais lorsque l'on invite ceux qui prétendent être les hommes d'État à discuter des questions et qui conditionnent l'avenir par le fait qu'ils disent voilà, le pays ne marche pas plus que d'accord. Mettons les bases pour que demain nous ne revivions plus cette situation si effectivement ce que vous dites est vrai. Ils refusent. On ne va pas aller les contraindre. On ne les contraindra pas. Le plus important, on fait avec ceux qui sont disposés. Encore que ceux qui sont disposés représentent la majorité de la population. Donc pour vous, ces consultations, si aujourd'hui il y a gouvernement, ce gouvernement sera vraiment légitime? Non, les consultations actuelles ne conditionnent même pas la légitimité du gouvernement. Puisque le gouvernement qu'on a aujourd'hui, il est légitime. La légitimité du gouvernement, c'est la conséquence des élections. Non, ça c'est parce que nous sommes dans une crise. Non, la crise n'est pas politique. Madame, vous faites la confusion. Il y a une crise sécuritaire, les Congolais doivent se mettre ensemble. Voilà pourquoi notamment il fallait recueillir les avis de tous ces Congolais-là, notamment pour résoudre ces problèmes sécuritaires. La crise sécuritaire n'a rien de la légitimité des institutions. Lorsque le chef de l'État s'est séparé du FCC, ça n'influençait pas sa légitimité ni des institutions. Vous voyez? Également aujourd'hui, l'effet de la guerre n'a pas d'impact sur la légitimité des institutions. Mais seulement le chef de l'État s'est dit, Congolais venons, il s'agit d'une guerre que nous devons populariser. Nous devons avoir tout le monde d'un seul camp pour faire face à l'ennemi. Ceux qui répondent, ceux qui sont sensibles aux conditions du Congolais, ceux qui pensent que le dénominateur commun que nous avons, tout ce que nous avons à léguer à notre postérité, c'est ce Congo. Ils ont répondu. Quoi de plus normal que d'aller avec, que de rester à attendre ceux qui ont des carnets, ceux qui ont des agendas, ceux qui ont des cahiers de charges, ceux qui d'abord veulent s'assurer de leurs intérêts. Ça ne marche pas. Le pays ne fonctionne pas avec les intérêts des individus, plutôt avec ceux de la population. Pour autant que Tshisekedi n'entend que les intérêts de la population par rapport aux attributs qu'il a en tant que chef de l'État. Je pense que les consultations ont suffi évidemment pour nous donner les gouvernements qui effectivement représentera les intérêts du Congolais.
Monsieur Cédric, pour clore ce chapitre de Joseph Kabila, parce que nous sommes presque à la fin, passer à la toute dernière question sur le fédéralisme. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ce présumé, je ne sais pas, la présence de Joseph Kabila à Goma? En bref. Tenez, tout le monde retient aujourd'hui que la peur qu'a Joseph Kabila, en étant à Goma, de s'afficher à côté des Nanga, à côté du M23, veut justement dire qu'il reconnaît que ces gens ne sont pas légitimes comme il prétendait. Il comprend justement que le peuple ne peut jamais soutenir une telle démarche. Kabila voulait voir dans une posture de triomphalisme, mesurer encore ce qu'il représentait dans l'opinion. Aujourd'hui, il a la réponse, il a vu. Et c'est la preuve d'ailleurs que l'armée numérique congolaise est plusieurs fois puissante que celle rwandaise. Parce que Kabila, sur le terrain, il a compris que le peuple congolais ne veut plus rien savoir de lui. Et il ne sait plus. Là, maintenant, le PPRD se cherche à désinformer. On veut maintenant retourner la manivelle et tout. Kabila est à Goma. Kabila n'a plus le courage de s'afficher avec ce qu'il a prétendu être légitime par l'effet de la vérité qu'il a vu sur le terrain. Il n'y a aucun autre fait que celui-ci. Donc le fait est là. Alors nous tirons juste les conséquences et saluons les décisions prises par le gouvernement. Le plus important, c'est que le peuple congolais s'est exprimé. Kabila n'aura plus jamais la moindre chance de revenir dans ce pays, même comme chef de rue. Monsieur Cédric, il y a eu aussi un débat aussi, notamment ouvert par Monsieur Olivier Kamita, le porte-parole de Moïse Katumbi. Vraiment en quelques secondes, il a proposé le fédéralisme. Mais c'est une honte, d'ailleurs, j'en parlais déjà ici. Quelle honte pour une personnalité qui se voulait être cette belle vitrine de la République, qui devrait nécessairement inscrire une belle histoire dans les annales de la République, mais qui tombe si bas. Olivier Kamitatou, j'ai toujours honte quand je le vois. J'ai jamais su, quand je vois cet homme, j'ai vraiment horreur. Pourquoi? Je me dis, mais j'ai honte. Pourquoi? Maman, avoir été président de l'Assemblée nationale, avoir été plusieurs fois ministre, jusqu'à devenir porte-mallette d'un individu, refusant d'être un homme d'État. Il vend même son parti politique qui était censé être une vision. Lui qui nommait les présidents fédéraux, il a lui-même accepté d'être nommé président fédéral jusqu'à devenir porte-parole. Non, il y a des gens dans ce pays, franchement, qui sont maudits par la nature. Et c'est la suite logique des événements qu'une telle personne ponde une idée aussi bête. J'ai pesé mes mots. Une idée aussi médiocre. Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, aujourd'hui allié du M23. Ils ont combattu l'idée de la réforme de la Constitution récemment. Réformer la Constitution, c'est tout ce qu'ils ont dit. Tentative de coup d'État constitutionnel. Ils ont tenté de mobiliser la population, bien sûr, sans succès, puisque le peuple savait la nécessité de réformer cette Constitution, chose qui sera d'ailleurs faite. Après maman, ça sera fait. En tout cas, la réforme constitutionnelle reste un idéal, un but à atteindre. On ne peut pas rester dans ce genre de tentatives de renversement des régimes, puisque le Rwanda réclame des histoires. C'est la Constitution qui est la grande porte par laquelle on fait passer. Elle sera changée. Je l'assume ici. Monsieur Kabila et compagnie, Monsieur Katumbi et compagnie, toute l'opposition, j'ai dit, après tout ça, nous reviendrons à ça. La Constitution doit être changée et c'est un combat populaire. Ça n'a rien à voir avec Tshisekedi. Revenons à Olivier Kamitatou. Comment on peut combattre la réforme constitutionnelle qui consacre la forme de l'État, mais l'on propose le fédéralisme? Dans le contexte congolais par rapport au fédéralisme veut simplement exprimer l'idée de la balkanisation. Or, nous savons que la guerre de l'Est que soutient Kabila, Katumbi donc le porte-parole, c'est Olivier Kamitatou et consorts, ce sont les velléités expansionnistes du Rwanda, notamment la balkanisation. Maintenant que ça a raté sur le plan de la guerre, avec la dynamique diplomatique apportée par Félix Tshisekedi sur le plan international, ça ne marche plus. Il faut politiser ce combat. Il faut tenter de sensibiliser l'élite. Mais par rapport à quoi? Par rapport à la balkanisation qu'on veut cacher derrière une sorte de fédéralisme. C'est une honte. Ça, c'est une génération politique surannée. C'est une génération politique désuète.
Heureusement que les gens comme le Kamitatou ne sont même pas suivis. Je pense que même dans sa propre famille, il ne représente aucune crédibilité pour être suivi comme un homme d'État. Ça a suscité débat. Non, mais ça suscitait débat puisque c'était quand même révélateur que ce genre de choses, on ne pouvait pas voir que l'ennemi à l'extérieur. Kagame, oui, c'est un ennemi. Mais on devait commencer à voir les ennemis, on devait faire les décomptes des ennemis qu'on a à l'intérieur. Olivier Kamitatou en est aujourd'hui un à travers cette proposition suicidaire. Monsieur Cédric, nous arrivons à la fin de cette émission. Un mot de la fin, quelque chose qui n'en a pas, débattu, un sujet que vous allez apporter aux Congolais en 30 secondes. Parce que... Je voudrais vous remercier pour cet échange. Le mot de la fin, c'est que le peuple congolais fait preuve d'une bravoure. La bravoure du peuple congolais, c'est d'abord le fait que nous ayons tenu en échec quelqu'un qui, lui, disait « je mourrai d'une balle dans la tête ». Joseph Kabila est toujours en train de tenter de mourir de la balle dans la tête. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un esprit de mort et qui cherche Moutaoumim Sangambo. Et nous ne voulons pas de ces Ngambou-là. Voilà pourquoi il est en train de se battre, puisque lui tient à mourir d'une balle dans la tête. Venant de la brousse comme Kadogo, il y est retourné parce qu'il tente toujours de mourir d'une balle dans la tête. Mais le peuple congolais l'avait déjà tenu en échec en le faisant partir du pouvoir par voie démocratique. Nous avons aujourd'hui la démocratie et que nous sommes en train de consolider avec le président Tshisekedi, qui est à son second mandat. Bravo pour toutes les réformes qu'il est en train d'apporter, mais également bravo pour l'héritage qu'il est en train de jalonner par rapport aux accords notamment qui seront signés bien sûr avec les États-Unis en termes de coopération sur les mines et j'en passe. Donc ça vaut un appel au peuple congolais qui vient de montrer encore sa bravoure en dénonçant le serpent qui était en train d'entrer dans la maison, Joseph Kabila. Le peuple s'est mobilisé pour le dénoncer mais également le mettre hors d'état de nuire. Nous demandons bien entendu et nous considérons ceci comme un défi. C'est de cela que nous comprendrons que ceux-ci qui réclament aussi être autour du chef de l'État laissons effectivement le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, nous attendons d'eux une réponse à ces défis. Il s'agit de convoquer les deux chambres en congrès et de procéder à la levée des immunités de Joseph Kabila. Ça urge de manière à permettre les poursuites par le juge naturel, peut-être la Cour constitutionnelle de Joseph Kabila, qui devra désormais rester ces Congolais lambda à qui on doit effectivement extraire tout ce qu'il prétend avoir comme force pour effectivement éteindre son action définitivement meurtrière contre les Congolais. Mesdames et messieurs, merci à vous. Vous nous avez suivis de partout. Nous avons reçu sur ce plateau M. Cédric Moudiatou, qui est porte-parole du parti politique AVC. Vous avez suivi ses opinions par rapport à ce qui se passe, notamment la présence de Joseph Kabila à Goma, province, la ville sous occupation de rebelles M23 AFC. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi onvoa. Nyonso ngetu ba mukewa. À l'écoute pour s'informer.